Voilà, d'abord, un petit fait que vous devez savoir, c'est que le 14 juin 2013, les gouvernements d'Europe, les 28 gouvernements, ont accepté de déléguer à la Commission européenne le fait d'organiser et de débattre avec les Américains sur ce traité transatlantique. Moi, dans toutes les interviews que j'ai faites, et ils furent très nombreux, l'écrasante majorité des parlementaires, voire certains ministres de l'époque, n'avaient absolument pas lu le document qu'ils allaient accepter de donner à la Commission européenne avec un mandat de négocier cela. Et dans ce document, il y avait l'ISDS et le Conseil de convergence réglementaire, qui sont deux choses que nous aborderons sans doute dans les questions et réponses tout à l'heure, et qui sont très graves. Je voulais simplement citer ça pour vous dire un point. Soyez désormais très vigilants et très contraignants vis-à-vis des gens que vous élisez dans tous les partis et dans les régions pour avoir le contrôle le plus grand possible de comment ils utilisent votre vote, comment ils utilisent la délégation de pouvoir que vous avez faite, et non pas de laisser à des pouvoirs, des multinationales ou d'autres pouvoirs, le fait de régir votre futur. L'enjeu, c'est dans quelle société voulez-vous vivre demain. Bon, après cette petite introduction, deux regards sur les traités. Premier regard, c'est sur le CETA et le TTIP au niveau de l'ISDS. Vous avez certainement entendu parler, donc je vais très vite. L'ISDS, c'est le droit qu'aurait un investisseur, une multinationale, qui investit dans un pays européen ou inversement un investisseur européen qui investit aux États-Unis, de pouvoir assigner en justice l'État. Ce n'est jamais l'État qui peut assigner une multinationale ou un groupe financier, ce n'est que dans le sens investisseur contre l'État. Pourquoi pourraient-ils investir? Parce qu'ils estimeraient que vis-à-vis de tout ce qu'ils avaient négocié comme type d'investissement à réaliser dans un des pays, eh bien, il y a une perturbation de leurs profits, une diminution de leurs profits qui est à leurs yeux due à une norme, un règlement qui existe dans ces États et qui, disons, les empêche de réaliser le profit estimé, non prouvé, et sur les futures années. Si on prend un exemple vécu, un seul, simplement pour expliquer, c'est que par exemple, il y a Veolia qui a assigné l'Égypte. Ils avaient un traité séparé du traité, c'est un traité transatlantique, c'est simplement pour donner un exemple, pour dire voilà, on avait convenu que nous allions réaliser un certain nombre de tâches au sein de l'Égypte, et vous venez d'augmenter le minimum salarial garanti. Et en augmentant ce minimum salarial, nous, nos projections étaient autant de profits, si on doit payer un peu plus cher les travailleurs, eh bien ça va diminuer le profit, donc on vous assigne pour 3,7 milliards, si j'ai bonne mémoire, de dommages et intérêts. Et donc on pourrait vous citer 40 exemples, Bruno on a peut-être 200, lui, parce qu'il écrit tout ça beaucoup mieux, mais voilà, c'est un exemple simple. Mais cet ISDS, qui a été, disons, mis en place, il a été mis en place dans le premier traité, le CETA, entre le Canada et l'Europe. Et on nous dit, c'est bouclé, ce n'est plus discutable, c'est fini. D'ailleurs, Van Rompuy et Barroso ont déjà été signés au Canada il y a à peu près un an maintenant. Voilà. Oui, on peut fêter ça un an, malheureusement. Voilà. Et on dit, on ne peut pas y toucher. Mais vu votre travail, le travail de tous les groupes, 19-20, Bruno et tous les autres groupes qui ont agi pour conscientiser la population, plus les mutuelles, les syndicats, plus certains mouvements politiques, etc., et les partis, il y a une telle levée de bouclier, 3 millions de signatures, une centaine en Belgique de communes qui s'opposent, même si ce n'est qu'au niveau moral, puis ça n'a pas de valeur juridique, eh bien, la Commission s'est dit, il faut quand même, on parvient à faire passer un traité transatlantique du TTIP, donc on va amoindrir l'ISDS tel qu'on l'avait conçu et qu'on l'a fait passer pour le CETA. On va l'amoindrir, donc on va peut-être accepter qu'il y ait un appel. On va peut-être accepter maintenant qu'il y ait des juges nommés en accord avec les juridictions européennes, etc. Et ça passera peut-être alors. Et si ça passe, ben, on fera passer tout le reste de la camelote avec, ça sera pas mal, puisque c'est le lieu de résistance le plus fort. Par exemple en France, où malheureusement le Parti socialiste français est, disons, assez en accord avec les grands principes du TTIP, eh bien, sur ce point-là, il y a une hostilité. Ils disent non,
ISDS, on n'est pas d'accord tel que. Donc, une des tactiques pour faire passer une grande partie du traité, c'est de dire on amoindrit cette position de ISDS. On concède un peu à un minimum de démocratie, c'est même pas le bon mot, on tolère certains contrôles que nous ne tolérions pas hier avec le CETA. C'est très important parce qu'on va vous donner un levier de mobilisation politique dans toutes vos structures, dans tous les lieux où vous pouvez parler. C'est que ils vont bientôt faire voter, on ne sait pas exactement quand, ça dépendra des élections au Canada aussi, si c'est la droite ou la gauche qui l'emporte, mais ils vont faire voter certainement le CETA avant le TTIP, puisqu'il est bouclé, les traductions sont faites, etc. Donc ça peut aller relativement vite. Mais la contradiction, c'est qu'ils vont faire voter aux parlementaires européens un CETA avec un ISDS dur, intolérable, inacceptable, comme tout le monde a prouvé au niveau de la mobilisation, et qu'ils ont reconnu, puisqu'ils l'ont modifié. Que doivent-ils faire demain? Accepter de réouvrir tout le débat du CETA, et donc ça nous permet de reporter plus loin et de continuer encore d'autant plus, ou bien doivent-ils dire, écoutez, non, les 700 députés européens, ce sont quand même des mecs qui seront suffisamment soumis aux pressions des lobbies, ils vont accepter de voter un traité que nous-mêmes on reconnaît qu'il n'est pas bon, et que nous-mêmes on reconnaît qu'il faut modifier parce qu'il est un peu excessif. Donc, mais comme ils sont sans doute très asservis à toute une autre série de pressions, eh bien, on va le maintenir comme ça. Ou bien ils seront condamnés par vos pressions politiques, à vous, à tous les organismes, aux mutuelles, à tout le monde, de dire, bon, on réouvre le débat. Le président dit, on ne réouvrira pas. Donc il faut mener ce combat et gagner cette partie. C'était le premier regard sur le traité. Deuxième regard, c'est le fait que les PME, en Europe, les gens ne connaissent pas bien ces chiffres, mais c'est très important au niveau du raisonnement. Si on prend les normes européennes, c'est 250 travailleurs. En dessous de ça, ce sont des PME. Au-dessus, c'est des grandes entreprises. Et 1000 entre une autre catégorie. Il faut savoir sur le critère européen de 250, 99,7% des entreprises, avec 72% de tous les travailleurs qui sont dans cette entreprise, pour l'ensemble du volume du travail, ce sont des PME. Si vous prenez, vous avez entendu, 99,7%. Et alors, on va se poser la question, en quoi ces 99,7% auraient un profit que ce TTIP ou ce CETA ait lieu? Et s'ils n'en ont pas de profit, ça veut dire que c'est pour les 0,3% que tout ce traité est conçu, c'est-à-dire pour les multinationales. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est que si on prend le critère belge de l'UCM, pour la Wallonie, c'est 50 travailleurs. Alors, il y a 50, ça doit être beaucoup moins d'entreprises. Ben non, c'est 97%. Pas beaucoup moins. D'accord? Et donc, quand on analyse là, avec l'UCM, moi je l'ai fait avec eux, j'ai beaucoup travaillé avec eux, maintenant certains de leurs membres sont d'accord de faire des conférences avec nous pour dénoncer le traité. Ben, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il n'y a que 8,6% des PME en Belgique, en Wallonie, qui commercent à l'extérieur des frontières où ils sont établis. En Belgique, pour la Belgique, notamment. Et donc 8,6%, c'est pas beaucoup. Et où est-ce qu'ils commercent vraiment? Les pays limitrophes. Donc pour la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, la France, etc. Parfois l'Italie ou autre. Et quand on dit, oui, mais avec les États-Unis, eh ben, 0,6%. C'est les chiffres de l'UCM. Donc s'il n'y a que 0,6% d'intérêt pour les sociétés, 97% des sociétés, d'avoir un commerce vis-à-vis des États-Unis, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'ils vont vivre, ces petites entreprises, ces PME européennes ou belges? Eh bien là, il y a toute une série de mécanismes économiques qui font qu'ils reconnaissent maintenant, l'UCM et les associations européennes de classe moyenne, etc., qu'en effet, ils vont avoir une perte gigantesque de revenus et de capacité de vendre intra-européen, avec une perte de 600 000 emplois. C'est maintenant reconnu. Donc, en rien, il y a un avantage, disons, pour les PME, donc pour la plus grande partie des entreprises de le faire. Donc, ça veut dire que la Commission européenne, les lobbies, les multinationales, ont vraiment œuvré pour que ce soit à leur profit prioritaire que se dessine tout ce contexte. Alors maintenant, toujours pour essayer d'aller au plus vite, eh bien, je vais donner 3 exemples de la vie de tous les jours. Parce qu'on peut rester dans
et des grands mécanismes économiques et sociaux, mais les gens vont dire, mais je suis impuissant, qu'est-ce que moi je peux faire, comment je peux agir? Or, ce qu'il apprend, c'est que tout le monde agisse. Donc, je vais prendre 3 exemples. Un exemple, c'est les produits pharmaceutiques. Deuxième exemple, je vais prendre, c'est l'enseignement. Et le troisième, les librairies. Je vais prendre ces 3 exemples-là, mais on peut en prendre des tas d'autres, dans la culture, dans tas de domaines. Je vais prendre ces 3-là parce que c'est intéressant d'un peu regarder cela. Aujourd'hui, dans le problème disons, de la santé publique, il y a une tentative de privatiser la santé publique. Heureusement, toutes les mutuelles, et j'étais à la réunion à la Commission européenne avec les mutuelles, et que Jean Hermès, Jean-Pascal Labieta, il y a une opposition radicale de laisser les soins de santé rentrer dans disons, les droits des négociateurs à changer cette réglementation. Ils ont des raisons. Je vais vous donner une raison. Les produits pharmaceutiques sont produits par un nombre restreint de grandes multinationales. Et si vous examinez les cours boursiers, c'est là qu'il y a la 4e plus grande valeur boursière du monde. Donc, et quand on examine Johnson & Johnson par exemple, et qu'on voit leurs profits, ils sont colossaux. Alors je vais vous donner pas des chiffres de moi, je vais chercher les chiffres chez Fortune 500. Sur les 500 plus grandes entreprises des États-Unis, sont disséquées par Fortune, et on leur dit, voilà le chiffre d'affaires, voici les bénéfices, voici le taux de bénéfice, voici la répartition pour les actionnaires, etc., etc. Donc, sérieux comme chiffre, alors je vous les donne. Sur le bénéfice net du chiffre d'affaires, la moyenne de toutes les entreprises pharmaceutiques américaines fait 17% de profit. 5 fois plus que les autres membres du top 500. Si vous regardez combien est le bénéfice par action des entreprises, des actionnaires des privés, des gens qui ont investi, des gros groupes qui ont investi dans l'industrie pharmaceutique, le taux de profit est de 27,6%. Pourquoi? On n'a aucun contrôle du coût. Ils disent la recherche ça coûte très cher. On n'a aucun contrôle de ça. À un tel point, comme l'a très bien dit Hermès hier, que si on étudie un même produit et qu'on voit comment il est vendu, à quel prix il est vendu dans différents pays européens, il est vendu chaque fois à un autre prix. Il est vendu en fonction du prix maximum qu'il peut obtenir vis-à-vis du revenu des gens. Et pas en fonction des soins de santé, pas en fonction du besoin médical. Et si on regarde alors les pays africains, alors là c'est la catastrophe. Ils vont au prix où ils peuvent extorquer le mieux, c'est tout. Donc c'est un gros enjeu, et cet enjeu, vous ne pouvez pas le laisser. Et là, vous pouvez agir, vous pouvez convaincre en allant trouver votre pharmacien, tout l'univers médical, de dire demain, tous nos droits à la santé et tous les prix vont être naturellement cassés s'ils peuvent privatiser comme ils veulent, ou alors demain, le commerce des produits pharmaceutiques se ferait par Internet, en direct, sans aucun contrôle, sans avoir eu un contrôle préliminaire avant la mise en vente du produit, ce qui est le cas maintenant aujourd'hui. Je prends alors le suivant, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, pour qu'une famille, même la plus humble en Belgique, puisse favoriser le fait que ses enfants fassent des études au cycle supérieur, et tout le monde le rêve, aller à l'université de Louvain, de Bruxelles, de n'importe où, eh bien, il y a des avantages énormes. Ce fut mon cas, moi, je n'aurais jamais pu faire des études, une famille assez pauvre, de Wallonie, j'aurais jamais pu aller à l'ULB. Mais aujourd'hui, il faut que vous sachiez que le prix du Minerval pour Wallonie-Bruxelles, c'est 838 € pour une année d'université. D'accord? Alors vous regardez comment, aux États-Unis, ça s'est fait. 2 réseaux d'enseignement. Un qui est celui d'État, subsidié par l'État, et celui-là, c'est 6 400 € par année. C'est déjà une différence gigantesque. Mais il y a mieux. C'est que l'investisseur privé aux États-Unis, il est roi. S'il décide de créer une grande université et que cette grande université aura un renom qui permettra d'obtenir un job et un avenir formidable pour le gosse, alors c'est 42 600 € par an, par année. Vous avez 5 ans d'université, 200 000 €, vous avez 3 gosses, ça fait... Qui peut se le permettre? Qui peut se le permettre? Très très peu de personnes, même aux États-Unis, ils ont des milliards de dettes, puisqu'ils ont emprunté pour faire des études, beaucoup de gosses, ils ne savent pas, même au bout de leur carrière, ils ne savent pas rembourser parce qu'ils n'ont pas eu le job qu'ils rêvaient, ou ils sont au chômage, ou n'importe quoi. Bref, c'est une des plus grosses dettes financières aux États-Unis qui sera l'enjeu de la campagne électorale américaine. Mais si on revient en Belgique, vous dites, mais pourquoi est-ce que quelqu'un serait con, s'il est d'une famille pauvre ou de moyenne, d'aller foutre son gosse à l'université
privée américaine qui s'ouvrirait ses portes dans 3 ans, 50, 10 ans à Bruxelles, parce que c'est le capital de l'Europe et qu'il faut trouver des cadres pour agrémenter l'ensemble du capital financier, pourquoi il irait? Eh bien, tout simplement parce que cette multinationale pourra, s'il le veut, cet investisseur pourra, s'il le veut, assigner l'État belge en concurrence déloyale, puisque l'État avance et subventionne l'enseignement et pas l'entreprise de l'investisseur d'université privée, il y a une concurrence déloyale à leurs yeux. Donc on réclamera à l'État deux possibilités, soit plus de subsides aux universités traditionnelles et à l'enseignement généralisé, et donc tout au privé, ou bien vous n'acceptez pas, vous nous donnez les mêmes avantages, les mêmes primes, ce qui est impossible au niveau du budget gouvernemental. Et vous n'êtes pas d'accord, eh bien grâce à l'ISDS, on vous assigne en concurrence déloyale et on vous demande des milliards de dommages et intérêts. Dernier exemple que je prends, c'est ce que tout le monde, j'espère, aime, la littérature, sous toutes ses formes. La poésie, le roman, l'économie, la bande dessinée, tout. Aujourd'hui, vous allez chez un libraire, et ces libraires peuvent, en effet, vous conseiller et vous montrer le pluralisme culturel gigantesque qu'il y a aujourd'hui, et dont ils sont un des promoteurs. Pas les seuls, mais des promoteurs intéressants et importants. Demain, le mécanisme que vous connaissez déjà par Amazon, ce qui est tous les titres au départ. Mais si le traité transatlantique passe et que, disons, le livre devient un produit financier et industriel et plus un produit culturel, c'est dans les textes. Très important. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une multinationale ne va plus produire que ce qu'elle peut vendre en très grande quantité, par correspondance, par Internet. Donc le métier de libraire va être laminé, il est déjà sérieusement entamé, et en plus de cela, qui vous garantit que vous aurez encore le pluralisme culturel que vous avez aujourd'hui? Pourquoi une multinationale produirait des livres économiques qui démontrent, disons, qu'ils organisent le vol, le pillage du monde, etc. Terminé, quoi. Donc le pluralisme, il va diminuer. Et même s'il n'y a pas de contenu politique, c'est de la poésie, mais si un bouquin de poésie n'est vendable qu'à quelques centaines de milliers d'exemplaires, c'est pas rentable. Donc ce secteur-là ne sera pas privilégié au niveau de la production. Donc demain, vous allez appauvrir complètement la capacité de formation, de culture et de connaissance des peuples européens, si ça a lieu. Donc je vous mobilise à aller trouver votre libraire, à discuter avec lui, et de partout où vous allez dire la connaissance est en jeu, le TTIP, le CETA, vont abolir l'ensemble de tous nos acquis qui ont été créés par les syndicats, par les partis politiques et par tous les démocrates qui se sont battus depuis la guerre. Voilà.